Et voilà, c'est parti. Bonjour, bonjour. Donc, est-ce que vous pouvez me dire, question classique dans un webinaire, si vous m'entendez, si vous me voyez bien, est-ce que dans le chat vous pouvez m'indiquer? Voilà, hein, donc dites-moi si vous m'entendez, si vous me voyez. Excellent, merci Romane. Donc c'est parti, on y va. Donc bienvenue, bonne année 2024 parce qu'on est encore au mois de janvier, donc on est sur une bonne année 2024, beaucoup de projets de réussite pro et perso par rapport à tout ce que vous souhaitez faire. Aujourd'hui, donc j'ai choisi de démarrer l'année par un sujet extrêmement important qu'on retrouve dans beaucoup d'organisations, bah, c'est réussir l'intégration des collaborateurs et aujourd'hui, je vais me focaliser sur les tuteurs et les tutrices, hein, qui sont des personnes importantes dans les organisations. Donc, je suis Jérôme Boquet, je dirige Ecos Concept et je vais vous partager pendant 1 heure les retours d'expérience. Alors, l'idée, hein, ça va être dans l'interactivité. Vous pourrez poser des questions, je regarderai. Je vais balayer avec vous certains éléments pour que finalement on voit quels sont les éléments à faire pour réussir cette intégration, cet onboarding. Alors, ce que je vous propose dans la conversation, dans le chat, c'est de me mettre, bah, qui vous êtes. Est-ce que vous êtes alors aujourd'hui, je vais parler il y a 3 grands types de tuteurs et tutrices. Il y a tuteurs et tutrices d'alternants, c'est-à-dire des personnes qui vont venir, à l'école, en entreprise pendant un certain temps. Des tuteurs ou tutrices de collègues. J'accompagne des personnes qui arrivent, que je fais faire monter en compétences. Donc est-ce que vous êtes tuteur, d'alternants ou de collègues? Vous êtes manager, RH, entre guillemets, qui vous êtes? Et puis, bah, 2e élément, est-ce qu'il y a une question, un point, une attente, un sujet que vous aimeriez absolument que je traite pendant ce webinaire? J'ai fait des choix. Donc, comme on a 1 heure, on est large. Donc, si à un moment donné, il y a une question, un point, il y aura une séquence à la fin de questions, mais allez-y, présentez-vous. Et puis, je vois un petit peu qui est là. Et puis, si vous avez des questions ou des attentes par rapport au tutorat, et bah, c'est le bon moment. Donc voilà, j'attends quelques instants pour voir, que vos réponses arrivent. Pendant que vous écrivez, on va voir ça en 4 étapes. Première étape, très rapidement, qui est Ecos Concept, qui on est. 2e étape, bah, réussir l'onboarding, l'intégration, c'est quoi les éléments? Qu'est-ce qui ressort? Quels sont les chiffres? Quels sont les enseignements? La plus grosse étape, ça va être comment renforcer la capacité des tuteurs et tutrices, hein, et puis, bah, questions-réponses, hein, donc, voilà, je suis formatrice, je suis RH, je suis responsable de filière de formation. Alors, quand j'ai parlé de tuteurs et tutrices, hein, il y a plein de choses qu'on va voir qui s'appliquent à des formateurs, à des référents, mais là, je vais plutôt me focaliser sur des personnes dont la mission, c'est d'accompagner d'autres personnes dans le développement. D'accord? Heu, alors, juste en quelques mots, qui est Ecos Concept? On existe depuis un certain temps et on intervient aussi bien sur les moyens, hein, la facilitation, la formation, le digital, la gamification, que sur des sujets, hein. On travaille depuis très longtemps sur des sujets et j'ai mis là les 4 grandes priorités qu'on a dans nos organisations, hein, par rapport à nos clients. Réussir ces priorités dans un monde qui bouge, manager dans l'incertitude et puis renforcer les relais internes. Alors, les formateurs, aujourd'hui, je vais me focaliser sur les tuteurs. Alors, aujourd'hui, c'est un webinaire d'information sur les tuteurs. Donc, je vais parler des tuteurs, hein, des éléments, de ce qu'on a constaté en accompagnant et en formant énormément de tuteurs. Mais il y a des choses que je vais partager, je vais vous expliquer des éléments qui fonctionnent, mais on n'est pas sur un webinaire pédagogique, on n'est pas sur une action de formation. Ce que je vais vous présenter, c'est les éléments qu'on aborde avec des formateurs, des tuteurs, des tutrices et des référents, hein, alors, si on regarde juste en quelques mots, j'ai déjà réalisé un certain nombre de webinaires et vous pourrez les regarder sur notre chaîne. Je pense qu'il y a un webinaire qui va faire écho, c'est, aider les collaborateurs à prioriser dans un monde qui bouge. On demande à des tuteurs et des tutrices d'accompagner d'autres personnes. Alors oui, c'est important d'avoir du temps, mais c'est aussi important de se libérer du temps pour être présent à certains moments. Il y a beaucoup de tuteurs et tutrices qui aimeraient bien accompagner, mais qui ont du mal parce qu'ils sont très pris dans la réactivité et dans l'urgence. Donc, je ne vais pas rentrer trop dans le détail. Vous aurez des éléments dans ce webinaire. Il y a 3 autres webinaires qui sont complémentaires, hein. J'ai fait un webinaire sur renforcer la proactivité et l'autonomie.
Et ça va être important d'accompagner les personnes, alternants, contrats pro ou nouveaux collègues pour très rapidement développer leur autonomie. Et puis, il y a des éléments aussi à aller glaner dans 2 autres webinaires qui sont l'évolution du management, on doit s'adapter et puis comment, accompagner et aider les personnes par rapport à des changements. Et enfin, 2 derniers webinaires, bon, qui sont très utiles, mais qui sont pas forcément un lien avec le sujet d'aujourd'hui, qui sont, la réussite des projets et comment réussir l'intégration de l'IA dans le quotidien des équipes. Alors maintenant, ce que je vous propose, c'est qu'on avance un petit peu. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, quand on parle de tuteur ou de tutrice, il y a 3 grands univers. Il y a j'accompagne un ou une alternante qui va rester pendant un certain temps, hein, 1 an, 2 ans et donc il y a des objectifs liés à la période, il y a des objectifs liés à la fin de période, le diplôme, le mémoire, il y a un objectif de après et on verra qu'il y a plusieurs objectifs. Il y a après les tuteurs et tutrices de nouveaux entrants. C'est-à-dire, je suis dans mon métier, je suis reconnu comme sachant et expert et on va me confier le fait de former des nouveaux entrants, alors qui peuvent être des CDI, des CDD ou des intérims, à les faire monter en compétence sur un sujet. Et puis on a aussi, par rapport à des collègues en poste, dans le cas d'un changement, d'un nouvel outil, comment je vais accompagner alors souvent on appelle des référents, mais on est vraiment sur du tutorat, mais particulier, hein. Donc ça va être sur comment je vais accompagner ces collègues dans la montée en compétences ou dans l'évolution de pratique. Alors on va voir effectivement la relation juste, hein, ça va être important. Donc, je vous propose de prendre donc j'ai pris un peu de recul. Alors ça, c'est pas forcément un sujet qu'on aborde avec les tuteurs et les tutrices, parce que les tuteurs et tutrices, et on le verra, j'ai noté les grandes questions qu'ils posent, c'est des questions très opérationnelles. Mais ils s'intègrent au sein de ce qu'on appelle l'onboarding ou l'intégration et si on regarde, c'est l'embarquement, hein, c'est je monte dans l'avion et puis je vais m'installer, c'est quelque part la phase d'accueil et d'intégration et c'est une phase importante. Et par rapport à ça, moi, je suis allé regarder et je vous ai mis les liens, vous pourrez, hein, ma présentation sera disponible après, vous pourrez cliquer dans le PDF. Vous avez un certain nombre d'articles avec des personnes qui ont regroupé des chiffres et je vous conseille d'aller voir les 10 chiffres clés sur l'onboarding et un des éléments importants et c'est une étude de Gallup, 88 des collaborateurs ont trouvé que leur organisation n'a pas réussi l'intégration. C'est surtout qu'il y a pas eu de lien émotionnel, hein. C'est, «Bonjour, bienvenue, assieds-toi là, on va t'expliquer, merci, au revoir» et donc ça va être important effectivement d'avoir dans un parcours quelque chose qui fait que je me sens accueilli, que je crée un lien, mais aussi que très rapidement, soit je peux me rendre compte que c'est pas le bon endroit et que je suis pas fait pour cet endroit-là, plutôt que d'avoir quelque chose où une fois qu'on est là, ben, on avance et finalement c'est satisfaisant pour personne. Deuxième point que j'ai vu et je vous conseille d'aller voir, hein, ce document est disponible, c'est la deuxième édition, il y a l'Observatoire de l'alternance et près d'un apprenti sur 4 ne termine pas son contrat. Ça, c'est un point important, hein. Ils ne terminent pas leur contrat, les les apprentis. Mais si on rentre dans le détail, oui, 20 des alternants ont rompu leur contrat, mais c'est 24 pour les contrats d'apprentissage et dans 42 des cas, cette interruption se fait pendant la période d'essai. Ça descend pour les contrats pro, parce que, bah, c'est des personnes plus expérimentées, peut-être plus à l'aise ou qui connaissent déjà un peu le monde de l'entreprise et ça descend encore plus pour les bac+5 à 9 et c'est très clair qu'on ne va pas accompagner de la même manière une première année de BTS ou, un bac+5 qui a déjà, fait des stages, fait des choses avant. Mais, hein, ça c'est pour les alternants. Si on regarde les CDI, il y a 16,4 de rupture et on voit bien que selon l'univers, c'est pas le même pourcentage. C'est beaucoup moins important dans l'industrie, c'est beaucoup plus important dans le tertiaire. Donc clairement, c'est pas homogène et on voit, ça c'est un chiffre de 2019, que les ruptures sont beaucoup moins grandes pour, les personnes en CDD et donc ça va être important parce que c'est un coût. C'est un coût humain, c'est un coût financier, c'est un coût d'énergie et de motivation de réduire ce nombre de ruptures et puis après tout, se quitter bons amis en se rendant compte que ça a pas marché, fait partie aussi d'une stratégie à développer. Alors maintenant, si on rentre un petit peu dans le détail, hein, les grands motifs de rupture de la part des entreprises, c'est l'insatisfaction. C'est très rapidement, je me rends compte que la personne que j'ai intégrée, bah, elle réalise pas ses tâches ou son comportement n'est pas adapté. Et ça, c'est un point important parce que le comportement
hein, la culture d'une entreprise, c'est souvent un des éléments qui amène à l'échec. C'est que la personne a une façon de faire qui n'est pas forcément adaptée à l'environnement dans lequel elle arrive. Et si on regarde du point de vue des alternants, hein, 28 ne souhaitaient pas rester, 22 l'intégration s'était mal passée et puis dans certains cas, ils ont trouvé un emploi ailleurs. Donc le but, c'est pas d'arriver à 0 rupture, mais ça va être de faire en sorte que l'intégration soit réussie et c'est pas forcément qu'on aille au bout, hein, mais si on va au bout, que ça soit le plus bénéfique pour les différents acteurs. Alors, un autre chiffre qui a été super intéressant, c'est 60 des entreprises disent qu'elles ont un parcours d'intégration. Sauf qu'il y a 6 des alternants qui ont estimé qu'il y en avait un, d'accord? C'est intéressant, hein, 6 estiment qu'il y avait un parcours spécifique. Alors, ça augmente un peu dans les grandes entreprises. 76 indiquent avoir un parcours d'intégration spécifique et donc 8 des alternants, donc on passe de 6 à 8, estiment avoir eu un parcours et on verra qu'on n'a pas forcément la même façon de voir les choses, hein. Peut-être que et d'ailleurs sûrement le parcours d'intégration vu du côté de l'entreprise, c'est pas exactement le parcours d'intégration vu du côté des personnes qui arrivent, d'accord? Mais on peut voir qu'il y a quand même une grosse différence de perception. Deuxième élément, il y a quand même 22 des personnes qui ont dit ne pas avoir eu de tuteur. Alors que je rappelle que c'est obligatoire, hein. Alors ça descend à 11 pour les bac+5. Alors, ce que je n'ai pas comme information, c'est ce qu'il y avait réellement pas de tuteur ou est-ce qu'on m'a confié à un tuteur ou une tutrice qui était jamais là, qui s'est pas occupé de moi. Moralité, j'avais un tuteur virtuel et ça arrive encore dans beaucoup d'organisations. C'est-à-dire on est bombardé de tuteurs, on n'a rien demandé, on n'a pas le temps pour le faire. Et enfin, dernier élément, il y a 72 des entreprises qui ne proposent pas de formation à leurs tuteurs. Alors ça descend à 42 les entreprises, qui ont plus de 250 personnes et alors, moi ce que j'ai remarqué dans l'entreprise où il y a beaucoup de turnover, on recrute beaucoup, il y a effectivement du tutorat parce que c'est important que très rapidement les gens qui rentrent, deviennent compétentes et alors, il y a très peu de tuteurs, de moments dans lesquels les tuteurs vont pouvoir échanger, partager, prendre du recul. Dernier point, hein, et après on va revenir sur parce que mais c'est important d'avoir ces éléments-là parce que le tutorat, va s'intégrer dans un dispositif, hein. Je parlais tout à l'heure de la confusion. Il y a encore beaucoup alors, je vais beaucoup parler là des trains qui arrivent en retard, hein, bien évidemment et je bosse avec plein de cli on bosse avec plein de clients chez EcoSconcept, il y a des parcours d'intégration et cetera, mais dans certains cas, il y a une journée d'intégration, il y a du team building, il y a plein de choses et puis voilà. Dans d'autres, c'est carrément, «Bonjour, bienvenue, voilà, ça, merci, au revoir» et puis il y a beaucoup d'alternants qui disent: «Bah, je suis arrivé, on m'attendait pas, je savais pas quoi faire» et cetera. Donc oui, c'est important, mais l'enjeu n'est pas tant l'accueil que l'embarquement, que la réussite sur la durée. Et donc, ça sera important de prévoir des actions court, moyen et long terme dans lesquelles il y aura l'accueil et ça, c'est important, hein, qu'est-ce qui est prévu? Comment je vais très rapidement me sentir intégré? Comment je vais apprendre certaines choses? Et puis ensuite, comment je vais être accompagné de façon à très rapidement retrouver mes marques et développer mon autonomie? Et c'est peut-être pour ça qu'il y a une différence de perception, c'est que vous avez beaucoup d'organisations qui peuvent penser que l'important, c'est l'accueil et puis ensuite, les tuteurs prennent ça en charge. Mais ce que veulent les personnes qui sont accueillies, c'est qu'on les intègre réellement sur la durée. Alors, beaucoup d'organisations le font, mais dans certains cas, il y aura besoin de l'améliorer. Alors, en conclusion pour cette séquence, hein, c'est quoi un onboarding raté? Alors, hein, c'est, bah, confondre accueil et intégration. Ne faire que l'accueil. «Bonjour, bienvenue à bord». Hein, un mauvais accueil ou pas d'accueil, une intégration négligée ou trop fun, hein. Il y a un article qui est sorti, les jeunes diplômés, voilà, faire un team building, c'est sympa, mais ce que veulent les gens qui arrivent, c'est très rapidement, qu'est-ce qui se fait ici? Comment ça fonctionne? Comment je vais réussir? C'est quoi les bonnes pratiques? Et cetera. Donc si on l'articule bien, ça fonctionne. Si c'est trop fun, ça sera considéré comme une perte de temps. Alors, grand classique, décalage entre l'affiché et le réel. On est une boîte à l'écoute, on est humain et cetera. J'arrive et puis personne ne s'occupe de moi. Je erre dans les couloirs jusqu'au moment où quelqu'un me prendra en pitié et le problème avec le travail à distance, c'est qu'il y a de moins en moins de gens dans les couloirs et donc il y a un risque que très vite les nouveaux entrants se sentent perdus.
il y a pas de tuteur ou un tuteur qui tuteur pas et c'est pas forcément de sa responsabilité, hein. Et puis quelquefois, il y a trop ou pas assez d'autonomie. D'accord? Voilà, donc là, j'ai bien plombé le sujet, mais ça va être important de comprendre et ça veut dire qu'on va travailler là-dessus, mais qu'on va travailler aussi sur ce qui se passe après. Et quand on accompagne les tuteurs, on les fait travailler sur qu'est-ce qui est prévu dans votre organisation, sur quoi vous allez vous appuyer et qu'est-ce que vous allez renforcer. Alors, l'onboarding réussi, c'est bien sûr monter dans l'avion, mais c'est après la suite du voyage. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il y a les tuteurs et les tutrices. Et les alternants qui ont bénéficié d'un tuteur en sont satisfaits à 83%. Donc c'est une bonne nouvelle. Hein, et donc le tuteur ou la tutrice, c'est quelqu'un qui va prendre en charge un nouvel arrivant, qui va le guider et qui va l'intégrer. Et on ne va pas guider de la même manière, quelqu'un qui a peu d'expérience de l'entreprise ou quelqu'un qui a déjà fait beaucoup d'organisation, hein, et c'est ça qu'on va adapter. Alors, pour aller vite, j'ai repris les 4 grandes fonctions, du tuteur ou de la tutrice. On a l'aspect guide et effectivement, ça va être important. On a l'aspect relationnel. On a l'aspect, pédagogie, organisation et puis bien évidemment, bah, pour être tuteur ou tutrice, il faut avoir de l'expérience, il faut avoir du recul sur son métier, il faut avoir des choses à transmettre. D'accord? Voilà, donc ça, c'était pour mettre un peu le sujet, mais c'est pas ça le plus important pour les tuteurs ou pour les tutrices. Alors à votre avis, avant que je vous les présente, c'est quoi les grandes questions à votre avis que posent les tuteurs et les tutrices quand on démarre une formation ou un accompagnement? Quand on leur dit: «Quelles sont vos attentes?» À votre avis, tiens, on verra si on a les mêmes. Alors mettez dans la conversation, hein, pendant ce temps-là, je je regarde ce que vous avez mis avant. Voilà, de bonnes pratiques, de retour d'expérience, pas d'attente, le veulent établir une relation juste, absolument. À votre avis, quelles sont les questions que posent les tuteurs et les tutrices quand on les accompagne? Parce que moi, je vais vous dire des choses, mais ça m'intéresse aussi, hein, de voir ce que vous en pensez. Quelles sont les questions qu'ils nous posent ou qu'ils se posent? Titi, titi, j'attends quelques instants. Toujours un petit temps de décalage. Mmh mh. Voilà, ça arrive. Comment faire pour accompagner un alternant? Absolument, hein, c'est une grande question, comment faire? Alors après, ça dépend à quel moment on est dans l'accompagnement. Si on les a avant ou pendant, ça va être moi j'en ai un ou j'en ai une qui et cetera, d'avoir des outils, oui. Le temps dédié, ça va être un point important, hein, c'est très souvent, c'est sous-estimé, encore plus pour les tuteurs qui accompagnent des collègues. Comment faire avec un alternant en difficulté? Le temps attribué par l'entreprise, tout à fait. Que dois-je former? Oui, oui, hein, jusqu'où je vais? Est-ce que je dois donner, j'ai 20 ans d'expérience, est-ce que, quelle est l'ambition qui est attendue? Ouais. Question autour du droit du travail. Est-ce que j'ai le droit de faire ça? Est-ce qu'il a le droit de travailler, est-ce qu'il a le droit de travailler à distance? Est-ce qu'il a le droit de pas venir? Qu'est-ce qui se passe si? Et cetera. Est-ce qu'on va me dégager du temps? Oui, absolument. Alors, Elisa, comment apprendre? Oui, tout à fait. Alors, je vous présente effectivement, on retrouve ça. Alors, heu, grand classique qu'on va avoir, c'est qui fait quoi quand? C'est-à-dire quel va être mon rôle? Qui s'occupe de quoi? Qu'est-ce qu'on attend de moi? Mais alors ma relation avec entre manager, tuteur, mais alors, à un moment donné, le service formation et cetera. D'accord. Alors comment manager la nouvelle génération? Ça, c'est une grande question, hein, bah, comme les anciennes, mais avec des adaptations par rapport à la relation au temps, par rapport à la relation à l'échange. Donc premier élément, qui fait quoi quand? Hein, ça, c'est un point important. Deuxième élément qu'on va avoir, où je dois aller, comment je m'y prends et comment j'assure le retour sur investissement? Et je vais revenir sur cette notion, hein, c'est clair qu'on ne va pas investir de la même manière, sur quelqu'un qui va rester 1 an, 2 ans et cetera. Enfin, voilà, comment donner ce qu'il faut et en même temps, comment faire en sorte que ça rapporte. Parce qu'un alternant, un nouvel entrant, c'est un salarié, l'entreprise lui paye un salaire, paye ses études si c'est un alternant, donc il y a un retour sur investissement et en même temps, il faut que le nouvel entrant, s'y retrouve et apprenne des choses pour maintenant et pour plus tard. Mon alternant ne travaille pas comme j'aimerais, oui, comment faire pour qu'il soit mon clone? Ça, c'est une grande question. Donc justement, comment s'adapter au tutoré et que le tutoré s'adapte? Hein, parce que c'est bien de s'adapter au tutoré, mais il y a aussi certains tutorés où il y a besoin qu'ils fassent évoluer leur façon de faire et on retrouve, hein,
On va s'adapter par rapport à l'expérience, aux compétences, à l'autonomie et la proactivité. Pour tout ce qui est autonomie et proactivité, le webinaire, j'ai fait un webinaire spécifiquement sur ce sujet-là. C'est pour ça que j'ai décidé de ne pas le retravailler ici. Regardez ce webinaire, vous verrez, j'aborde des notions qui vont servir en management, en accompagnement, en formation, etc. D'accord. Et puis, le dernier point, j'en ai choisi quatre, hein, vraiment les prioritaires, mais il y en a plein d'autres. Comment je passe de je sais faire à je rends l'autre capable de. Hein, et montrer, c'est pas suffisant. Donc, comment on transmet, comment on suit et on accompagne, comment je fais grandir l'autre, mais comment aussi cette relation tutorale va m'aider à grandir. Hein, si on met en place certaines actions, il y a beaucoup de tuteurs qui disent: «Mais ça m'a appris beaucoup de choses sur comment je travaillais». Devoir expliquer ce que je fais m'a amené à prendre conscience qu'il y a des choses que je faisais, qu'il y a des choses que je devrais faire autrement. Elle m'a posé des questions auxquelles, j'avais pas de réponse parce que pour moi, c'était évident. Vous voyez, ça peut être super, super enrichissant et c'est important pour les tuteurs et tutrices qu'ils aient un retour sur investissement. Alors, j'ai repris certains de ces éléments et je voulais partager en termes d'outils, en termes de techniques, et cetera. Alors, premier point, un point important et c'est vraiment une notion, et on passe un petit peu de temps dessus quand on accompagne des tuteurs et des tutrices, c'est la répartition des rôles entre le manager, le tuteur, le tutoré, les différents acteurs. Il y a quelquefois, des managers qui sont nommés tuteurs, alors que c'est pas eux qui vont accompagner. Donc oui, le manager, est là au niveau des résultats et cetera, mais comment on va s'appuyer sur un ou des tuteurs, parce que ça peut être plusieurs personnes différentes et qui s'occupe de quoi? C'est-à-dire que si à un moment donné, il y a une difficulté, qui va intervenir? Jusqu'où le tuteur doit aller et c'est plus à lui d'aller. Et puis le rôle du tutoré, hein, il a aussi des choses à faire. Et vous voyez ce que je parlais, le retour sur investissement, c'est si on a un alternant, c'est j'apprends pour aujourd'hui et pour plus tard. Si j'ai un collaborateur, un collègue, j'apprends pour maintenant. On va plus se focaliser sur être rapidement opérationnel. Mais il y a aussi, en échange, le tutorat, il doit apporter des choses. Et puis, qu'est-ce que je retire de cet accompagnement par rapport au temps passé? Ça peut être de la reconnaissance, ça peut être de la progression, ça peut être apprendre des choses nouvelles, et cetera. Vous voyez? Donc cet équilibre est important parce que si on passe trop de temps, si on investit trop sur des personnes qui ne vont pas rester, il y a beaucoup de tuteurs qui disent: «Mais j'ai passé beaucoup de temps à former cette personne qui finalement n'est pas restée». Donc il y aura cet aspect d'équilibre. Et c'est là où on va travailler sur la première question: qui fait quoi quand? Qu'est-ce que l'organisation a prévu de faire? Qui doit faire à quel moment? Comment je suis en relation avec le service formation si on est sur un collègue, le centre de formation si on est avec un alternant et puis très rapidement rentrer en contact avec le centre de formation si on est sur un alternant pour voir qu'est-ce qu'ils attendent, qu'est-ce qui sera évalué, sur quoi je vais le faire travailler pour qu'il y ait pas trop d'écart entre ce qu'il sera amené à faire au quotidien et ce dont il aura besoin pour avoir, son mémoire, pour que ça soit valorisé, dans son centre de formation. Et il y a aussi comment j'amène la personne à aller rencontrer d'autres personnes au sein de l'organisation, hein. Comment je vais organiser ça? Et une activité qui marche très, très bien, ça va être de leur demander, plutôt que de leur expliquer, hein, c'est de leur demander, voilà. Alors là, j'ai pris sur une année, mais ça pourrait être sur 2 mois, si, on intègre, des nouveaux collègues qui très rapidement doivent être efficaces sur un métier, on sera peut-être sur 15 jours, sur un mois, enfin, on va définir un parcours et on va les faire travailler sur, qu'est-ce qui doit être fait avant que l'alternant ou le nouvel entrant arrive? Qu'est-ce qui doit être fait le jour J, la première semaine? Vous voyez? Et ce qui va être intéressant, c'est d'identifier, je vous montre un exemple, hein, d'identifier, les actions qu'on va réaliser, puis de regarder, est-ce que c'est à moi de le faire? Est-ce que c'est au manager de le faire? Est-ce que c'est à l'organisation de le faire? Si c'est pas fait par l'organisation, combien de temps ça prend? Est-ce que ça fait partie de mes missions? Et quand on a des tuteurs de collègues, il nous arrive souvent de les faire travailler sur comment je vais rendre visible le fait que, ça prend tant de temps et qu'il y aurait besoin de passer tant de temps pour créer telle modalité pédagogique qui sera utile pour les nouveaux entrants. D'accord? Donc cette notion-là, c'est important et elle va être adaptée à chaque type, d'alternant, à chaque type de tutoré, parce qu'on ne va pas intégrer de la même manière, en fonction du métier, en fonction des sujets. Et c'est important parce que ça permettra de définir. Par exemple, faire un rapport d'étonnement à la fin du premier mois, toi qui viens d'arriver, qu'est-ce que tu en retires et comment? Au bout d'un moment, revenir sur la relation tutorale.
bah, la façon dont je t'accompagne depuis 1 mois, 2 mois, 3 mois, qu'est-ce qu'on garde? Que ça marche super bien, puis qu'est-ce qu'on devrait faire évoluer? Soit parce que, il y a des choses qui sont apparues, soit parce que, bah, je suis trop présent, pas assez présent, et c'est important de pas attendre la fin de cet accompagnement pour faire le point. Donc cet aspect-là est important, hein, c'est vraiment fondamental parce que ça permet de sortir de la réactivité et de mettre en place des parcours et souvent, les tuteurs se rendent compte qu'il y a plein de choses qu'ils ont fait, et qui étaient très efficaces sans forcément l'avoir formalisé. Ensuite, autre point qui va être important et c'est vraiment très difficile, enfin, c'est un vrai métier et on voit bien quand on forme des formateurs, a avoir été un très bon commercial fera pas de vous forcément un bon formateur commercial, hein, donc on va effectivement passer de «je fais» à «je rends l'autre capable de». Et par rapport à ça, il y aura un 1er lot qui sera, bah, ce que je fais, ce qui est à transmettre parce que, hein, entre ce que je fais et ce qui est à transmettre, il peut y avoir un écart, la règle des 20-80, je vais choisir dans tout ce que je fais les 20 qui seront utiles tout de suite à la personne que j'accompagne, donc ce qui est à transmettre, ce qui sera transmis, puis comment on s'y prend, qu'est-ce qu'on fait au début, qu'est-ce qu'on fait ensuite et puis par rapport à ce qu'on avait prévu, on accélère parce qu'il va plus vite ou on ralentit parce que, des choses sont apparues. D'accord? Donc ça va être très important et c'est une phase, passer de «je fais» à «je rends l'autre capable», c'est déjà parce que sinon, c'est très compliqué. Bah, faut faire comme ça, quoi et une fois qu'on a fait ça, il y a une deuxième étape qui va être de se dire: «Bon, maintenant j'ai identifié le quoi, ce qui sera vraiment utile et dans quel ordre, bah, comment je m'y prends? Est-ce qu'on fait ensemble? Est-ce que je lui fais faire? Est-ce que je l'accompagne?» Voilà. Puis comment je m'assure que c'est intégré? Parce qu'entre je lui ai dit et il est capable de, il y a un écart. D'où le fait d'avoir prévu des moments d'accompagnement. Et puis très rapidement, comment je lui apprends à apprendre. Comment faire en sorte que, ça soit lui ou elle qui devienne moteur, qui avance. Et puis moi aussi, comment j'apprends. Comment le fait d'avoir accompagné quelqu'un va m'apprendre des choses sur les sujets que je lui ai présentés, sur l'expérience qu'il ou elle a, parce qu'il y a des choses qu'on peut apprendre, beaucoup de choses, et puis aussi de la façon dont j'ai appris, comment je peux apprendre pour le prochain accompagnement? Vous voyez le et ça va être important. Dans certains cas, ça existe déjà, dans d'autres cas, ça va être important de passer du temps par rapport à ça. Je vous ai pas perdu jusqu'à maintenant, c'est bon? Vous avez des questions? Quelques instants, vous répondiez. Si oui, vous me le dites. Tout va bien, j'ai perdu personne. Alors on est d'accord, hein, je présente des éléments, bien évidemment, ça on le travaille, quand on est en formation, en accompagnement, on n'est pas sur de la théorie, hein, on est sur, on y va, ce qu'on fait, voilà. Donc mais là, je parle bien de ce qui est important de faire avec des tuteurs, hein, il y a la plupart des slides, je les ai créés spécifiquement pour, oui, oui, vous aurez cette présentation. La plupart des éléments qui sont là, je les ai créés spécifiquement pour ce webinaire. Vous imaginez bien, avec des tuteurs, on ne fait pas ça, hein. Hein, là, je vous parle de ce qu'il faut faire avec des tuteurs. Hein, si je présente ça, j'ai pas compris ce que c'était que mon rôle d'accompagner, de tutorer des tuteurs. Bon et un point très important, c'est on va regarder l'état des lieux des pratiques et un tuteur ou une tutrice, il y a la valeur ajoutée de ce qu'il fait, c'est-à-dire il y a peut-être des choses à transférer et puis il y a des choses, non, c'est pas utile. Hein et passer de «je fais» à «je suis capable de l'expliquer, de le formaliser», c'est un vrai travail. Et puis après la capacité à transmettre et la capacité à accompagner. Et il y a une grille qui est connue en pédagogie, hein, si j'ai des formateurs ou des formatrices, c'est incompétence inconsciente, je ne sais pas que je ne sais pas, d'accord? Ou je pense bien faire mais c'est plus adapté. C'est-à-dire, moi tuteur, j'ai des pratiques, mais qui sont plus nécessaires. Bah, les transférer au nouvel entrant, ça sert à rien, quoi. D'accord? Deuxième étape, incompétence consciente, je sais que je ne sais pas. Je sais que là-dessus, je ne sais pas ou je me rends compte que ma façon de faire n'est pas adaptée. Le précédent, nouvel entrant qui est arrivé, j'ai eu tel souci sur ce sujet-là. Bah, comment je peux m'en sortir? Puis vous avez après la compétence consciente, j'ai besoin d'y penser pour le faire. Et puis la compétence inconsciente, c'est je fais sans y penser. Et très souvent, on a des tuteurs ou tutrices qui sont en compétence inconsciente, ils font parce qu'ils font depuis longtemps, et puis ils voudraient que rien qu'en présentant au nouvel entrant, bah, l'autre soit capable très rapidement de faire sans y penser. Ben non, ça marche pas.
hein, ça marche pas. Il suffit pas de montrer à quelqu'un pour qu'il soit capable de. Par contre, ce qui marche bien aussi, c'est le retour d'expérience et c'est important quand on a des tuteurs ou des tutrices de faire un retour d'expérience. Beaucoup maintenant ont été alternants au nouvel entrant et c'est intéressant de voir, bah, tiens, quand toi tu es arrivé, bah, qu'est-ce qui a été utile? Qu'est-ce qui a manqué? Si tu devais le faire, de partager et d'échanger et on verra effectivement, hein, parce que beaucoup savent transmettre, savent présenter, mais ils savent juste présenter, c'est pas transmettre, c'est pas rendre l'autre capable de. Donc peut-être que je vais sensibiliser, voilà pourquoi c'est important et puis je te montre, on le fait ensemble, voilà, puis je ralentis parce qu'avec le nouvel entrant, je vais moins vite, parce que si je vais trop vite, je le perds. Puis maintenant que je t'ai montré, vas-y fais-le, une fois, 2 fois, 3 fois et puis j'apprends à être patient parce que je me rappelle que quand moi j'ai démarré, j'allais aussi lentement. Et puis, bah, une fois qu'il a fait ou qu'elle a fait, alors qu'est-ce que ça donne et comment? Bah, tout ça, ça veut dire qu'on va l'organiser et ça veut dire qu'on va démarrer par la règle des 20-80. Qu'est-ce qui sera utile tout de suite pour la personne que j'accompagne, de façon à ce qu'elle soit plus capable de, qu'elle ne se sente pas perdue, qu'elle se dise j'en suis capable, moralité, je continue. Alors, dans certains cas, on a des tuteurs et des tutrices, tout ça, c'est déjà à jour, il leur manque juste des quelques éléments pour faire. Dans d'autres cas, il y a un travail à faire sur le fait que non, c'est pas en expliquant 10 fois la même chose que l'autre va être capable. D'accord? Donc ça, on va adapter. Et puis, une fois qu'on a fait ça, on va se dire, bah, on va faire des choix. Qu'est-ce que je dois transmettre? Alors oui, il y aura bien sûr des connaissances, mais des connaissances utiles. Qui s'occupe de ça chez nous, comment ça fonctionne, à qui il faut demander telle chose, telle réglementation qui sera rapidement utile dans ton travail, mais on va pas te présenter toute la réglementation, on va te présenter quelques éléments clés et puis aussi on va t'apprendre à trouver dans la réglementation et puis surtout on va clarifier la règle du jeu qui est au démarrage, bah, tu m'en parles avant de décider, puis au bout d'un moment, tu m'en parles si vraiment tu as une question, puis au bout d'un moment, je ferai juste le point une fois de temps en temps pour voir s'il y a des questions. Mais il y a aussi le savoir-être, hein. Il y a les compétences et le savoir-être. Comment ça se fait chez nous, ce qui est bien vu, ce qu'on attend de toi, et cetera. Et ça, c'est bien rendre capable d'eux, hein. Et on fera des choix. Par quoi je démarre? Bah, j'ai un bac+5 qui a fait X stages ou j'ai un collègue qui arrive, ça fait 10 ans qu'il bosse, dans le même univers, bah, je vais lui transférer ce qui est différent dans son nouveau métier. J'ai quelqu'un et c'est son premier emploi, il est très loin de ce qu'on attend, je vais en donner moins, je vais démarrer pour les fondamentaux, puis ensuite une fois que c'est ancré, j'irai un peu plus loin et comme ça marche bien et qu'il a confiance, bah, il avancera beaucoup plus vite. Alors si on regarde assurer la transmission, alors effectivement, on va connaître, hein, on va adapter, hein, les besoins du poste, de quoi j'ai besoin, la marge de progression, hein et puis voilà, bah, il va rester un mois, il va rester un mois, c'est un intérim, il va rester 3 mois, c'est un CDD ou, il est prévu pour rester un an et après, son ambition, c'est d'aller ailleurs, de faire autre chose ou a priori, tiens, c'est quelqu'un, bah, il est tout à fait dans les profils de poste qu'on recrute après et puis, bah, je le vois bien, dans le cadre de l'entreprise et l'entreprise le voit bien dans après. Voilà, on va adapter la façon de progresser par rapport à ça. Puis ensuite, on va avoir comment je vais définir le parcours, les modalités, qu'est-ce qui va être fait par le centre de formation, qu'est-ce qui va être fait par le service formation, qu'est-ce qui au sein de l'entreprise, vers quel collègue je peux le tourner et puis comment je vais démarrer progressivement en créant cette relation. S'il se trompe, c'est normal, il débute, hein. Comment je gère quand il y a une erreur? Parce que si à chaque fois qu'il fait une erreur, je lui dis: «Ça va pas», bah, il arrêtera. C'est-à-dire comment je lui apprends à apprendre et puis comment à certains moments, au début, je vais être présent assez souvent, puis au bout d'un moment un peu moins, et puis un peu moins, mais je resterai présent parce que le risque, c'est de plus s'en occuper. Une fois tous les X, alors tu en es où? Qu'est-ce que ça donne? Montre-moi. Et puis ensuite, dernière étape, on va s'adapter, hein, on a quelqu'un qui est très scolaire, bah, j'aurais besoin de l'aider à prendre plus d'autonomie que quelqu'un qui naturellement se prend en main, va poser des questions, va voir, d'autres personnes, m'apporte des solutions. Hein et puis effectivement et c'est un des points qu'on va voir maintenant, je vais travailler sur comment je vais lui apprendre à apprendre, d'accord? Alors, un des points qui va être important, j'en ai choisi quelques-uns, hein, parce que c'est hein, le ce qui va être important quand on va s'adapter, nous, c'est les 3 grands points qu'on choisit en priorité.
c'est son niveau actuel de connaissance, d'expérience et de pratique par rapport à plusieurs éléments qu'on va voir ensemble, ses attentes et besoins, hein. On va retrouver un peu la pyramide de Maslow, mais de façon, différente par rapport à quelqu'un qui arrive, hein. Au début, on recherche la sécurité et cetera et puis son autonomie et je vous propose de revenir un petit peu sur le premier et ce qui va être intéressant, c'est une grille qui serait énormément en pédagogie. C'est, vous avez quand on regarde 4 degrés de pratique, 4 degrés de connaissance et c'est pas lié à l'ancienneté, d'accord? Je peux être là depuis 20 ans et je l'ai jamais fait. La première fois qu'on me le présente, pour moi, je suis novice. C'est nouveau. Vous savez, on change d'outil dans l'entreprise. L'outil d'avant, je le connaissais par cœur. Le nouvel outil a rien à voir avec l'ancien. Je passe de expert ou pratiquant à novice. Mais le novice, il arrive, elle arrive et tout est nouveau. Et vous savez, ces journées d'intégration où pendant une journée, il y a 15 personnes qui succèdent avec plein d'infos, à la fin de la journée, le nouvel entrant, il ne sait plus comment il s'appelle. Donc on aura le novice, l'apprenti, le pratiquant et l'expert. Et on peut avoir quelqu'un qui arrive, qui est novice sur un élément, qui est apprenti sur un autre, qui est pratiquant sur un troisième. D'accord? Donc on va adapter. Si j'ai un novice surtout, je ne vais pas l'accompagner de la même manière que quelqu'un, qui est déjà pratiquant sur des outils et cetera. Et donc on va adapter. Alors je vous montre le modèle, mais l'idée c'est de l'utiliser, vous voyez? On va par exemple se dire: «Mon alternant, mon apprenti, mon nouvel entrant, il en est où par rapport au métier? Bah, c'est quelqu'un qui a pratiqué le même métier avant, donc il est déjà pratiquant. Le contexte où il était avant, bah, il était avant dans l'hôtellerie, il est maintenant dans la distribution, dans un magasin. Bah, pour lui, peut-être qu'il y a des choses en commun, il y a des choses qui changent. Et puis, bah, les outils qu'il a utilisés, nous, on utilise, Google. La suite Google, lui, il savait utiliser Word. Alors, il y a plein de choses proches, mais il y a quand même une phase de transition. Et puis les us et coutumes. Alors, en entreprise et de l'entreprise, je change d'organisation, c'est pas les mêmes besoins. Alors, j'ai mis entre parenthèses ce qui est spécifique à un alternant, savoir réaliser un rapport, hein, il y en a, ils savent le faire, il y en a, il faudra les accompagner. Organiser son temps, l'alternant, la difficulté, hein, c'est le temps, à l'école, le temps en entreprise. Alors, une semaine, 3 semaines, 2 jours, 3 jours. Voilà. Il en est où? Elle en est où? Hein? Si elle est à un partout, j'ai intérêt à y aller progressivement et me focaliser sur quelques éléments. S'il est déjà, à 2 ou 3 à certains éléments, je pourrais aller plus vite. C'est pour ça que, par exemple, les bac+5, alors ceux qui ont déjà fait des stages, qui ont déjà eu de l'expérience, c'est souvent plus facile sur certains éléments que des traits scolaires. Vous, quand vous, c'est sur quoi souvent que ça pose difficulté? Sur quoi peut y avoir un décalage dans les personnes qui arrivent, et qui sont soit en alternance, soit qui sont des nouveaux collègues? C'est quoi ce qui pose le plus de difficultés dans votre environnement? Hein, mettez-le dans la conversation, c'est intéressant. Si vous en aviez 1 ou 2 à choisir, ce serait lequel? Je vais attendre de voir ce que vous mettez, hein, le dans la connaissance du métier, oui, hein, après on est d'accord, hein, c'est pour ça que, je recrute, je suis tuteur. Moi j'ai travaillé pour, j'ai formé des tuteurs sur un site de maintenance de dispositifs médicaux. Bah, si quand ils recrutaient des nouveaux collègues qui avaient déjà travaillé sur des dispositifs médicaux et sur de la maintenance, bah, ils disaient: «Bah, avec eux, ça se passe bien parce que quand je présente ce qu'il y a à faire, ils décrochent pas». Bah oui, ils connaissaient déjà le sujet. Ils pouvaient se focaliser sur ce qui était nouveau et ils me disaient: «Par contre, quand on a des nouveaux qui connaissent rien, bah, ils sont perdus». Bah oui, nouveau qui connaissent rien, il connaît pas le terme technique, il débute et ils se sont rendus compte, bah, qu'en en donnant moins au démarrage, ils pouvaient plus facilement rendre capable. Le savoir-être, ouais, les coutumes de l'entreprise, hein, on peut avoir, les us et coutumes, ce qui se fait, d'accord? La compétence et connaissance. Après, voilà, il y a des métiers dans lequel, ouais, hein, le métier, voilà. Si on est sur un métier très technique avec une compétence très particulière, rare, c'est normal qu'au démarrage, à part d'avoir des gens qui ont déjà travaillé dans cet univers, ça soit compliqué. Oui, quand ils sont experts, absolument, hein. Vous voyez on va donc l'écart générationnel. Oui, moi je travaille avec une institution,
dans lequel, pour des questions de sécurité, quand on arrive sur site, faut laisser ses téléphones à l'entrée du site. Autant vous dire que les jeunes générations, il y en a, ils hallucinent complètement, hein. Par contre, au bout d'un moment, ils se rendent compte que, ah, c'est sympa parce qu'on peut quand même déconnecter. Mais ils le disent maintenant dans les recrutements parce que, hein, si vous dites à certaines générations, quand ils sortent par leur téléphone toutes les 2-3 minutes et pour travailler avec un grand nombre de personnes, hein, j'avais la semaine dernière des personnes qui étaient pas des nouveaux entrants, hein, ils regardaient toutes les 30 secondes si leur téléphone n'avait pas bougé, hein. Donc, quand on parle des nouvelles générations, c'est pas si fort que ça, mais c'est souvent la différence de code. Et ça va être important quand on va travailler avec des tuteurs, de dire: «Bah, tiens, regarde, toi, la personne que tu accompagnes, il en est où, elle en est où? Est-ce qu'il y a des choses que tu devrais adapter? Parce qu'en ce moment, tu te rends compte que». Et souvent, ils disent: «Bah, non, finalement, ça tombe bien, oui, tiens, je me rends compte que peut-être sur les outils, il y aurait besoin de l'accompagner». Vous voyez? Et d'avoir cette grille permet effectivement de prioriser et de pas reproduire ce qu'on a vécu une année avec un nouvel entrant, avec le suivant. Pareil, hein, j'accompagne des nouveaux entrants dans l'organisation, j'en ai eu 3 qui connaissaient déjà. Bah, le groupe d'après, les 3 autres, peut-être que dans le groupe, il y en a un qui lui débute complètement. Bah, comme les 2 autres, ça va plutôt bien, il va faire semblant d'avoir compris. Quand je lui demanderai: «Est-ce que tu as des questions?» Il me dira: «Non, c'est bon». Il n'aura pas compris et très rapidement, ça ne fonctionnera pas. Et ça, on retrouve ça, hein, je vous en parle dans le tutorat, mais on va le retrouver, dans la conception pédagogique aussi d'une formation, hein, c'est les mêmes éléments, hein. On ne fait pas la même formation pour des alternants, pour des gens qui arrivent, pour des gens novices, pour des gens qui. Alors, autre point qui va être important, c'est de varier les méthodes pédagogiques, d'accord? Hein, voilà, je suis un boulanger, je dois former, des apprentis à faire un croissant. Alors, je vais éviter de parler de pain au chocolat ou de chocolatine pour pas qu'on reste le webinaire à se dire voilà, je dois apprendre à mes apprentis ou à un apprenti à faire des croissants. Bah, j'aurai plusieurs méthodes pédagogiques et j'aurai pas simplement que je te montre. «Ah, tu as vu, voilà, on fait comme ça, pop, 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 tu as des questions? Non, non, c'est bon. J'ai bien vu que tu le faisais vite et bien». Voilà, ou je t'explique, d'accord? Mais j'ai rien contre le fait de montrer et d'expliquer à un moment donné. On va utiliser différentes modalités pédagogiques. Hein, on peut avoir l'expositif, c'est-à-dire je peux présenter pendant quelques minutes des éléments, c'est pas gênant. Ah, si c'est court, voilà, je t'explique pourquoi c'est important de faire des croissants, pourquoi c'est un point important par rapport au fait que les clients viennent et cetera. Ensuite, interrogatif, bah, tiens, de ce que tu as vu à l'école ou dans ton parcours précédent, d'après toi, comment on fait? Et cetera. Puis ensuite, participatif et le participatif, c'est pas simplement montrer, c'est sensibiliser. Montrer, faire avec, faire faire, puis ensuite, hop, tu fais pour vérifier que c'est bon et je suis et cetera. Et puis, je reviens dessus parce que c'est pas parce que j'ai montré une fois que l'autre s'en souviendra. Je vais faire des boucles. «Tiens, ce qu'on avait vu la dernière fois, tu en es où?» Et puis à un moment donné, pourquoi pas, bah, il a suffisamment d'autonomie ou d'expérience pour dire: «Bah, tiens, il y a tel problème, je te donne 1 heure ou je te donne jusqu'à la fin de journée pour trouver la solution à ce problème». Mais je vais doser en fonction de, son degré de maturité, de proactivité et d'expérience. Et plus on va aller, plus on va avancer, dans le parcours, plus on pourra aller sur du 4, alors que pour des gens qui débutent, on sera plutôt sur du 1 ou sur du 3. Vous voyez on va doser et ça va être important, d'avancer progressivement et d'avoir. D'accord? Alors il y a un point fondamental, ça c'est un point extrêmement important, qu'on travaille avec beaucoup de tuteurs et vous allez voir, c'est un sujet qui avait été popularisé par l'AFEST, l'action de formation en situation de travail. On peut considérablement accélérer le développement des compétences, hein, en procédant différemment, car beaucoup de tuteurs pensent bien faire en donnant beaucoup d'éléments. Oui, la réflexivité, l'explicitation, et cetera, d'accord? Imaginons, le tuteur est là, le nouvel entrant passe, il dit: «Alors la semaine, ça s'est passé comment?» Ah bah, le nouveau entrant, il dit: «Bah, plutôt bien, même si j'ai eu du mal». Grand classique en France: «Ah, tu as eu du mal sur quoi?» D'accord? On parle de ce qui va pas ou: «Super, bah, continue comme ça», voilà, d'accord? Et c'est là où on va travailler sur on n'apprend pas en faisant, on apprend en tirant enseignement de ce qu'on a fait, hein. Alors la FES, c'est ni plus ni moins qu'une formalisation en 2018 de ce qui se faisait déjà avant quand ça fonctionnait, hein. Mais on va retrouver un modèle, alors c'est un modèle qu'on utilise dans les formations et qui marche très, très bien. On va les faire travailler sur, bah, ce qu'on appelle le cycle de Kolb.
Hein, le cycle de Kolb, alors c'est un modèle, hein. C'est voilà, on n'apprend pas en faisant, c'est à un moment donné, je vais aider la personne que j'accompagne à tirer enseignement. Alors ça peut être à la fin d'une action, ça peut être à la fin d'une journée, ça peut être à la fin d'une semaine, mais à un moment donné, par rapport à ce que tu as fait, alors analyse qu'est-ce qui a bien marché et pourquoi, hein, qu'est-ce qui a bien marché, pourquoi? Parce qu'en France, c'est qu'est-ce qui a pas bien marché et pourquoi? Qu'est-ce qui a bien marché et pourquoi? Qu'est-ce qui a pas bien marché? Pourquoi? C'est la phase d'analyse. Quels enseignements tu en retires? En quoi ça conforte ce que tu faisais déjà? En quoi ça te donne des idées différentes? Voyons ensemble ce qu'on pourrait faire. Moralité, bah, tiens, d'ici à la prochaine fois, tu fais ça, tu testes ça, puis hop et très rapidement, on va apprendre à la personne qu'on a accompagnée à apprendre, d'accord? Et on va la faire travailler sur différents niveaux. Hein, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a été fait, qui a été efficace? Quelles difficultés tu as rencontrées et comment faire? Et on peut le faire à l'oral comme à l'écrit. Alors, à l'écrit, hein, c'est pas une rédaction, mais c'est tiens, bah, on prend l'habitude que toutes les semaines, tu m'écris quelques lignes sur, tes réussites et cetera, hein. Et on va aussi travailler aussi bien sur les résultats que sur les efforts, mais aussi sur la relation tutorale. Bah, tiens, sur les 2 derniers mois, je t'ai accompagné, bah, qu'est-ce qui marche bien et qu'on doit garder? Quels sont les trucs qu'on pourrait faire évoluer? Et puis, bah, qu'est-ce qu'on teste d'ici à la prochaine fois? Ce qui va permettre de s'ajuster. Et dans la FEST, on a bien ça, hein, prévoir des situations apprenantes, c'est-à-dire des situations dans lesquelles je peux tester, je peux me tromper, je peux essayer et des moments dans lesquels je vais faire en sorte, je vais apprendre à la personne à tirer enseignement, à exploiter, à faire des liens. Et en travaillant sur apprendre à apprendre, on va considérablement aider la personne qu'on accompagne à devenir efficace et autonome. Alors, dernier point que je voulais voir avec vous, puis ensuite je vais répondre à vos questions, s'il y en a et il y en a sûrement, hein. L'un des points importants et on l'a vu durant hein, c'est que ce qui ah pardon, pouf! Voilà, il y a l'importance du pilote dans l'avion, hein. Alors, bien évidemment, il faut qu'il y ait un avion, il faut qu'il y ait un plan de vol, il faut qu'il y ait mais on voit bien que, si on veut que ça réussisse, on va avoir quoi? Hein, la condition avoir une personne expérimentée, volontaire, expérimentée qui a des choses à dire, qui a des compétences ou connaissances à transmettre. Alors ça peut être sur du contenu, ça peut être sur des façons de faire, qui sait quelque part passer de «je fais» à, «je transforme ça», qui a du temps pour ça. Alors soit dans son activité, ça lui en donne, soit on le prévoit. Qui va être accompagné. Alors ça peut être par son manager, ça peut être par des pairs, ça peut être par quelqu'un d'extérieur et cetera et donc le fait de faire ça est reconnu et valorisé. Alors ça peut être reconnu et valorisé par un truc en plus, comme reconnu et valorisé comme faisant partie de son activité. C'est-à-dire quelqu'un qui forme souvent, bah, c'est qui accompagne souvent des nouveaux entrants, c'est normal que ça lui prenne du temps, d'accord? Alors juste pour conclure, je vous montre à titre d'exemple 2 programmes qu'on propose. Vous voyez, quand on a des programmes tuteurs de CDD, de CDI, alors là, j'ai mis 2 jours, mais ça pourrait être une journée, une demi-journée. On va travailler souvent sur des séquences plus courtes, hein, enfin, je veux dire que c'est pas 2 ans, hein, on les a, quelques jours, quelques semaines et comment très rapidement par des actions, que ce soit une personne ou un groupe, les amener à progresser. Et là, il y a souvent un travail de formalisation des choses à apprendre par rapport au métier. Dans certains cas, ça a été fait. Dans d'autres cas, ça va être soit l'équipe formation, soit les tuteurs, soit les 2 ensemble qui vont le faire. D'accord? Ça vous pourrez regarder, hein, c'est un type d'information. Et puis, quand on a des tuteurs d'alternants, on va retrouver des éléments similaires, mais il y aura une particularité qui sont c'est des jeunes dont et il y a plusieurs objectifs. Réussir le moment de l'alternance, réussir pour la fin de cette séquence d'alternance, le mémoire, le diplôme et cetera et puis apprendre des choses pour aujourd'hui et pour plus tard. Donc on aura des particularités. On aura aussi de la gestion du fait d'avoir des personnes qui sont par moment là et par moment pas là. D'accord? Voilà, ça c'est ce que je voulais vous présenter aujourd'hui comme élément et alors, est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'il y a des points auxquels j'ai pas répondu ou est-ce qu'il y a des points que vous aimeriez partager pour que d'autres personnes y répondent aussi dans la conversation? Donc je vais regarder là-haut par rapport à vos questions, donc vous aviez
Ben, comme un mon process d'intégration. Oui, alors dans le passé, moi je fais beaucoup de conception pédagogique, hein, j'ai souvent retravaillé des parcours d'intégration, des 1 journée, 2 journées et cetera, de façon à ce qu'il y ait pas trop d'informations et qu'on soit bien sur avoir des éléments qui très rapidement vont permettre aux nouveaux entrants de trouver leur marque. Ensuite, après, il y a les choses qu'on va organiser. Moi, j'accompagne une organisation où, par exemple, ils ont fait il y a pas longtemps, un repas entre alternants du même site. Bah, c'était une action qui avait été mise en place, ça a permis aux alternants de se rencontrer, voilà. Ça, c'est que l'organisation peut faire. Maintenant, ce qui va être important, c'est qu'est-ce qu'on peut faire nous dans l'équipe? Donc est-ce que vous avez des questions? Alors, vous faites donc une différenciation entre tuteur et équipe de formation? Oui, oui Freddy, je fais une différence. Alors en même temps, elle n'est pas si grande que ça, mais si on regarde le tuteur ou la tutrice, c'est ce que moi j'appelle aussi le coin de table. Le référent, c'est la personne dont l'activité est principalement une activité, au quotidien de production d'action, hein, c'est le tuteur ou la tutrice. Alors que dans l'équipe formation, on aura plutôt des personnes dont l'activité principale, c'est plutôt de la formation, hein, où ça va être de prendre pendant une journée, une demi-journée ou 2 journées, un groupe de personnes par rapport à un sujet. On peut dire que le tuteur, il est sur le terrain et il va prendre pour des durées un peu plus longues. Mais on est bien sur une complémentarité. Les nouveaux entrants, suivent la formation dans le centre de formation. Moi, je sais en tant que tuteur ce qui a été vu pendant ces 2 jours en salle, bah, je vais pouvoir m'appuyer dessus pour l'adapter à ce dont on a besoin sur mon site, pour nos clients, pour nos produits. D'accord? Donc, quand je dis mais les tuteurs vont avoir des pratiques pédagogiques de formateurs et les formateurs aussi, vont avoir des pratiques de tuteurs, même si c'est plus compliqué d'accompagner 12 personnes que d'accompagner une personne. Est-ce qu'on est d'accord Freddy ou s'il y a d'autres questions? Voilà, donc n'hésitez pas, je regarde. Si votre question, vous l'avez mis au début et que je ne l'ai pas traitée, dites-le moi. Donc je regardais, établir une relation juste et la bonne distance et alors c'est intéressant parce que l'enfer est pavé de bonnes intentions. C'est-à-dire qu'on a tendance à projeter sur l'alternant ou sur la personne qui arrive ce que nous on aimerait. Vous avez, alors c'est intéressant parce qu'on forme aussi, des enseignants qui forment les alternants, d'accord? J'ai eu récemment les enseignants, les responsables pédagogiques et cetera, donc on a, les formateurs, les tuteurs, les enseignants, les managers et le risque c'est effectivement, que, moi, j'aime bien l'autonomie donc, je vais laisser de l'autonomie à la personne qui vient d'arriver. Bah, peut-être que la personne qui vient d'arriver, elle, ce qu'elle aime, c'est, qu'on lui demande régulièrement son avis, qu'on suive. Donc la bonne distance, c'est celle qui me va et qui va aller à la personne que j'accompagne. Et donc, un des conseils qu'on donne en formation, c'est quoi les 3 règles du jeu, toi en tant que personne, toi en tant que tuteur ou tutrice, que tu vas donner à la personne que tu accompagnes de façon à ce qu'il découvre pas en se trompant qu'il s'est planté. Autrement dit, est-ce qu'on est sur un métier où il y a des risques et des enjeux? Donc la bonne pratique, c'est quand tu as un doute, tu m'en parles ou sur ce sujet-là, ce que j'attends de toi, c'est, tu trouves la solution et tu m'en parles. Ou tu sais, moi je suis très souvent, peu disponible, donc tu me sollicites, tu m'envoies un mail, tu m'appelles. Vous voyez clarifier la règle du jeu pour éviter que, bah, moi j'arrive, je pense qu'on va m'accompagner et puis, bah, mon tuteur ou ma tutrice, qui est très dans l'activité se dit: «Bah, il me demande rien, c'est que ça doit aller». Moralité, au bout d'un moment, chacun est déçu. Moralité, au bout d'un moment, donc d'où l'intérêt d'avoir ces moments assez rapidement où on va dire: «Bah, tiens, de la façon dont on est organisé, qu'est-ce qui va? Qu'est-ce qu'on devrait faire évoluer? Qu'est-ce qu'on devrait changer? Qu'est-ce qu'on teste?» Alors est-ce qu'il y a des questions? Il nous reste quelques minutes. Mais effectivement la FES, c'est l'accompagnement, hein, en situation de travail, l'action de formation en situation de travail. C'est le législateur qui a formalisé, le compagnonnage. Alors, on a un effet complémentaire qui est bien de structurer tout ce parcours de développement des compétences, d'accompagnement et c'est clair que quand un tuteur
qui doit accompagner des nouveaux entrants quand il y a eu cette formalisation des outils, des bonnes pratiques, des étapes, ça l'aide pour après adapter son action, hein. Alors que quand il doit tout créer à partir de rien, c'est bien plus compliqué. Alors, est-ce qu'il reste des dernières questions? Moi, je suis là, il est 55, il nous reste 5 minutes. Volontairement, j'ai mis moins de choses que les dernières fois parce que je voulais qu'on ait un peu plus de temps d'échange. Les personnes qui sont venues, est-ce qu'il y a des questions? Alors l'écart générationnel, ça c'était vous avez vu quoi vous comme écart générationnel? S'il y a pas de questions? C'est intéressant de voir, alors déjà on parle de quelle génération? Parce qu'un contrat de professionnalisation, hein, alors j'ai beaucoup parlé d'alternance, mais contrat pro, on va retrouver, hein, tout type d'âge. Vous avez vu quoi vous comme différence générationnelle? Attente au travail. Je vous conseille de lire, il y a un article très intéressant de Swazi Canivink, alors, attendez, Swazi Canivink, heu, alors, Swazi, je crois que c'est Canivink, je vous le mets dans le elle a écrit pas mal d'ouvrages sur les relations au travail et c'est voilà, la plupart de ses ouvrages sont disponibles à la Fabrique de l'Industrie, je crois. Et voilà, il y a alors la différence et ce qu'elle dit, c'est que on retrouve les mêmes motivations que les générations d'avant. C'est bien plus une question de culture de métier, hein. Il y aura plus de proximité entre 2 développeurs et 2 ingénieurs d'âges différents qu'entre un ingénieur et un commercial. Par contre, ce qui a changé, c'est la relation au temps. Là où avant quelqu'un qui arrivait se disait: «Dans 15 jours, on s'occupera de moi, j'attends». Maintenant, il y a beaucoup plus cette relation de, bah, pourquoi est-ce qu'on ne m'accompagne pas tout de suite? D'où l'importance d'avoir plutôt des interactions régulières et courtes et focalisées que de se voir quand ça va pas, hein. Sur la vie des alternants, ils sont moins motivés. Alors peut-être qu'ils sont moins motivés ou peut-être qu'ils sont moins, ils sont plus prudents. On leur a tellement vendu de: «Tu vas voir, ça va être génial, je vais t'accompagner» et puis ils ont des copains qui se sont retrouvés à bosser sans rien apprendre parce que, hein, il y a aussi dans certaines organisations, hein, on est alternant, c'est-à-dire, qu'on est responsable de faire des tâches que personne a envie de faire et à la fin de la période, on n'a pas forcément appris grand-chose, hein. Ils sont aussi plus dubitatifs. Vous savez ce qu'on dit en management, hein? Les nouvelles générations, «Tu es mon manager parce que tu me manages et tu es pas mon manager parce que ça fait 20 ans que tu es là et qu'on t'a nommé manager». Moralité, mon manager, c'est quelqu'un qui va être là, qui prendra du temps, qui me demandera comment ça va, qui va m'aider à débriefer, qui va m'accompagner au début et cetera. La bonne nouvelle, c'est que ça oblige à manager. Alors, on arrive au bout de cette séance, donc vous avez ma présentation à disposition. Si vous souhaitez à un moment donné aide et conseils ou intervention, accompagnement, que ça soit par rapport aux formateurs, par rapport aux tuteurs, par rapport à tout ça, on peut vous aider et vous accompagner. Alors le tuteur virtuel pour certains alternants au quotidien ah oui! Alors, le Catherine, moi il y a un sujet que j'ai démarré en en mars 2020, c'est manager à distance, un management hybride. Heu oui, être à distance, c'est plus compliqué et c'est clair que si j'arrive dans une organisation et qu'il y a personne, le lien émotionnel avec les gens qui bossent là sera plus difficile. Mais quelquefois, hein, moi, des alternants ou des nouveaux entrants me disent: «Mais finalement, mon tuteur, il est à distance, mais il m'appelle régulièrement, on se parle souvent, alors que moi, j'ai des collègues, le tuteur est là, mais il est jamais disponible». Donc oui, de la présence, mais on peut le faire aussi à distance, à condition que ça se qu'on soit là. Sur ce, je vous remercie de vous être rendu, disponible. Je vous souhaite une excellente année. Alors j'ai pas encore choisi le thème du prochain webinaire parce qu'il y en a plusieurs, mais je vous souhaite une excellente année 2024, de la réussite de vos projets, quels qu'ils soient et je vous dis à bientôt. Merci, au revoir. Je compte jusqu'à 5, 5, 4, 3, 2, 1. Merci, merci.
Webinaire encore passionnant, merci, merci beaucoup. Alors après, on est d'accord, hein, je suis allé vite et je suis pas rentré dans le concrètement, comment on rend les tuteurs capables d'eux. Ce que je vous ai présenté, c'est les éléments à travailler avec eux. Allez, au revoir.